J'ai eu l'impression que tout a changé, sans toutefois avoir changé. Une chose est sûre, la laïcité et la place des femmes sont au cœur de tous les débats. Plus encore, le statut des femmes. Grâce au statut des femmes, on est à même de comprendre les configurations politiques post-révolutionnaires, de cerner les blocages qui crispent les sociétés arabes, ainsi que les espoirs qui les animent. En d'autres mots, le statut des femmes a ce pouvoir incroyable de réveiller en chacun son côté un peu obscur. Le sexe est une affaire politique et la sexualité une fixation qui occupe tous les esprits. Celle des femmes est l'affaire de tous. Son contrôle relève de la pathologie collective. Dans l'esprit des islamistes, la cause profonde de la régression et du sous-développement est l'absence de morale, et encore l'éloignement de la morale islamique. Bref, trop de sexe a désaxé la Oumma. L'islam de la confrérie des musulmans a brimé le processus de sécularisation de l'islam, qui était bel et bien en marche avec l'arrivée au pouvoir de Mustafa Atatürk dans les années 20. Il a totalement noyé l'islam ordinaire, en plus de paver la voie aux djihadistes. Il ne fait aucun doute que les sanguinaires djihadistes ne sont que les dérivés d'autres brutes, les frères musulmans. En déterrant le concept du djihad armé, ces derniers l'ont remis au goût du jour. C'est peu dire qu'entre les frères et les djihadistes, il n'y a guère de rupture. Les seconds ne sont que les prolongements des premiers. Prolongements naturels qui révèlent une forme d'évolution logique dans les structures ainsi que dans les méthodes et une répartition tacite des rôles et des tâches. Entre les uns et les autres, nulle ambiguïté ne subsiste. Le projet de société est le même, bâtir la Oumma islamique. Le modus operandi ainsi que la distribution du travail sont orientés vers un double objectif, faire plier l'Occident en le culpabilisant et maintenir l'Orient dans les ténèbres. Une chose est sûre, la question du terrorisme, intimement liée à celle de l'islam politique, ne pourra se dénouer sans lever le voile sur certains tabous inhérents à l'islam, dont la nature du texte coranique, son impact et sa portée, ainsi que la place de la charia dans le corpus législatif. Cet enjeu place autant l'Occident face à ses contradictions que les musulmans face à leurs limites. Pour dépasser ces limites, il faudra inéluctablement s'affranchir du règne de l'intouchable, de l'indiscutable, de l'islamophobie et de la stigmatisation. Ceci confirme au moins une chose, la nécessité d'arrêter le naufrage politique, aussi bien de l'Orient que celui de l'Occident, et d'ouvrir un large débat éclairé et sincère, qui jettera sans doute des ponts entre les deux versants. Et nous, qu'en est-il de nous? Sommes-nous réduits à n'être que de simples figurants? Sommes-nous devenus les spectateurs d'une désolation abominable qui ne dit pas encore son nom? Par nous, j'entends des citoyens d'ici et là, qui voyons un monde se défaire et des valeurs s'effilocher, peu à peu, sans pour autant être en mesure d'insuffler de véritables dynamiques de changement pour arrêter la progression de ce mal planétaire qui a quitté le Levant sans nostalgie aucune pour enjamber le siècle et se nicher au cœur de l'Occident. Que faire? Que faire contre les tartuffes de la polygamie et du voile islamique qui n'ont jamais été aussi exubérants et volubiles sous le dôme de la tolérance et de la liberté religieuse occidentale? Que leur dire lorsqu'ils nous chantent sans complexe les louanges d'un islam fantasmé alors qu'il n'est que pure désolation d'un bout à l'autre de la planète? Comment réagir lorsque l'arsenal des partisans du relativisme culturel, dans l'indifférence totale et obstinée du sort réservé à des millions de musulmans à travers le monde qui subissent les affres de l'islamisme dans leur chair, se met au service de cette idéologie totalitaire
pour traiter de raciste et de xénophobe quiconque ose défendre les valeurs universelles. Comment, quand et pourquoi cette alliance liberticide s'est-elle orchestrée? Une chose est sûre, volant au secours de la barbarie islamiste, lâchant au passage les musulmans laïcs et féministes, ces nouveaux potentats, pétris de culpabilité coloniale, ont décerné au fascisme vert les titres de noblesse que l'histoire lui a toujours refusés. En confondant les bourreaux avec les victimes et en déguisant les fondamentalistes en progressistes, ils ne font que participer à la mise en échec des seconds. Les premiers peuvent s'en réjouir. Les brèches ouvertes de la vigilance défaillante de leurs nouveaux camarades ne sont pas prêtes à se refermer. Et tout compte fait, qu'importe que l'islam politique sème le chaos et la mort sur une échelle infiniment plus grande, tant pis si ces nouvelles noces islamo-gauchistes se célèbrent sur les décombres et les cendres de l'Orient. Je sais bien qu'en dépit de tout cela, certains nous disent, c'est en intégrant les islamistes dans le processus démocratique qu'ils finiront par apprendre les règles du jeu. Mais pourquoi les Arabes seraient-ils tenus de réussir là où les Européens ont totalement échoué, c'est-à-dire de transformer des fascistes en démocrates? Cette possibilité en était réellement une. Il aurait fallu la mettre en application lorsque Hitler, Mussolini et Franco se sont lancés dans la course folle. Il aurait fallu contenir leurs ambitions et à terme les rediriger dans le processus électoral. Mais rien de cela n'a même été envisagé. Comment ne comprend-on pas, à la lumière de l'expérience européenne, l'impossibilité d'associer des fascistes à l'organisation des affaires de la cité? Comment ne voit-on pas dans cette reconduction des fossoyeurs d'hier une insulte aux jeunes de la place Tahrir et une offense au sacrifice suprême du jeune vendeur ambulant tunisien Mohamed Bouazizi? Comment accepter de réinjecter du Moyen-Âge dans des sociétés déjà trop entravées par la chape de plomb du religieux? Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile à conjuguer liberté et arabité? Et ni le refoulement, ni l'amnésie ne permettent de tirer des leçons de l'histoire. Seule la mémoire alimente le présent et pave la voie à l'avenir, à un avenir garant du changement. Vous l'aurez deviné, je parle ici de l'histoire européenne. Le vrai problème pour les Occidentaux n'est pas tant de relever les défis que pose la modernité à l'islam, mais de ne pas oublier leur propre histoire. Des épisodes historiques fondateurs semblent se perdre dans les dédales de notre temps incertain et trop frileux. Qui se souvient encore de la terrible violence du combat contre le primat du religieux et de la fabuleuse révolution des Lumières? Qui, sinon vous, chers amis, pour marteler à répétition ces quelques épisodes? Comment ne pas penser que l'islam devra subir aussi cette épreuve décisive et essentielle? Si nul ne peut prédire l'avenir, il faut au moins se souvenir de son passé. Après avoir énoncé tous ces arguments, certains persistent dans leur aveuglement et insistent encore. Mais pourquoi ne pas essayer, encore une fois, de dialoguer avec les islamistes pour les intégrer dans la joute démocratique? Les vertus du dialogue seront toujours mises de l'avant, comme si le dialogue était une fin en soi. Une forme de moralité dans la transgression serait rédhibitoire. Le dialogue n'est rien
là où la dignité n'est pas. Le dialogue est rien sans les droits des femmes. Le dialogue alimente l'esprit de ceux qui y adhèrent, sans a priori, alors que pour les islamistes, il n'est que tactique temporaire pour asseoir leur hégémonie. Fatalement, les démocrates sortiront encore plus amochés qu'ils ne l'étaient de cette confrontation ô combien inégale. Car il est bien là le problème, dans la répartition du fardeau, de l'effort et de ses concessions. Dans le monde arabe et musulman, les femmes sont toujours appelées à en faire davantage. Encore un plus, encore un petit chouïa. Elles portent sur leur dos le fardeau politique de tous les compromis et de toutes les trahisons. Lorsqu'on tiendra davantage compte des aspirations des femmes, des laïcs, des minorités linguistiques, religieuses et sexuelles, le dialogue deviendra alors effectif. Et je reste convaincue que le progrès social implique nécessairement des ruptures significatives. Aujourd'hui, plus que jamais, je demeure convaincue que nous pouvons encore faire beaucoup dans ce monde embrumé et injuste pour transmettre et implanter une perspective véritablement humaniste, laïque et féministe. En réalité, tout est encore possible. Pour autant que l'on comprenne que les véritables enjeux et les dynamiques géopolitiques qui sous-tendent l'avènement et la progression de l'islam politique. En chacun de nous loge un espoir qui ne demande qu'à grandir. Cet espoir ne pourra prendre son envol sans votre engagement. Ce qu'il faudrait désormais, c'est moins un goût de révolte individuelle qu'une volonté collective copernicienne. Il faut avant tout faire converger nos aspirations dans un projet international laïque commun pour la défense de la laïcité et des droits des femmes. En sommes-nous si loin? Pour ma part, je reste convaincue qu'il n'est pas moins urgent aujourd'hui qu'il y a 3 siècles de lutter contre les tentations obscurantistes, la bigoterie, la censure et le fanatisme. Grâce à l'étendue de la sympathie que vous m'exprimez jour après jour, je suis apaisée. Une force tranquille m'habite. Je suis surtout traversée par le sentiment que résister est un honneur, parce que cet acte vous renvoie non seulement à votre propre existence, mais à une existence collective, celle d'une humanité en mouvement, qui s'enracine et se projette dans l'universel. Je suis consciente aussi que la sympathie que vous me témoignez et m'exprimez est un hommage rendu à tous ceux, à toutes celles qui partagent dans le monde le même combat que moi, et en particulier dans le monde arabe et musulman. C'est à eux que je dédie cet hommage aujourd'hui. Camus disait « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le fera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Je peux dire la même chose de la mienne. Je marche résolument vers ce but, certaine d'avance de mes défaillances sur un si long chemin, certaine aussi de mes limites, consciente que je ne suis pas grand-chose dans tout cela, consciente aussi de l'urgence d'agir avec le même engagement coûte que coûte, avec force, passion et conviction. Il me reste à vous faire la promesse de fidélité que je me fais à moi-même dans le silence tous les soirs, après avoir couché ma fille Frida de 7 ans, celui de ne jamais abandonner. Merci.